Bonjour tout le monde, il y a quelques temps j'ai reçu un vélo électrique qui est complètement illégal en France. Et si je prends la route avec, je risque une amende de 135 € parce qu'il n'est pas aux normes. Le vélo me sera confisqué, finira à la fourrière. Je devrais également payer une amende de 1500 € pour défaut d'immatriculation et 3750 € pour défaut d'assurance. Voilà, ça commence à piquer, et je ne peux même pas essayer de le revendre car je risquerais jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende. Et malgré tous ces risques, je vois encore beaucoup de personnes circuler avec ce type de vélo à Paris et partout ailleurs en France. 2 seconds later. Je vais donc prendre le temps de détailler les points sur lesquels vous devrez faire attention au moment où vous achetez un vélo à assistance électrique, quand il est nécessaire de le faire immatriculer, et comment il est possible de rendre ce vélo légal. Bon, vous l'avez compris, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le constructeur et merci à tous ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons pour me permettre de réaliser ces vidéos à plein temps. Merci également aux abonnés et ceux qui s'abonneront permettant de soutenir l'audience de cette chaîne. J'ai donc reçu ce vélo illégal il y a quelques mois, c'est un vélo que je devais tester, mais comme vous pouvez le voir, j'ai dû adapter quelque peu le script et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'aborder ce sujet sensible des vélos à assistance électrique illégaux. Bon, je vois certains commencer à taper dans les commentaires. Ouais, mais attends, pourquoi t'as accepté le vélo s'il était illégal? Ça faisait plusieurs mois que j'échangeais avec ce vendeur pour faire une collaboration commerciale avec un type de vélo en particulier, c'est-à-dire un vélo assistance électrique pouvant embarquer 2 passagers. Et au moment de me l'envoyer, eh bien, le vélo ne disposait pas encore de fiche produit. Le vendeur m'a dit que c'était OK. Une fois que j'aurais dit que c'était illégal, ils m'ont dit ouais, mais de toute manière, avec les autres influenceurs français, il n'y a pas eu de problème, ils n'ont pas eu d'amende. Bah ouais, mais moi, c'est pas mon problème, je respecte la loi et mes spectateurs. Donc le premier point avant de commander votre vélo, c'est d'exiger de voir une fiche produit par le vendeur, neuf ou d'occasion, et de vérifier vous-même toutes les informations, parce que le vendeur n'indique pas que le vélo est illégal en France, il vous dira juste que le vélo est en norme UE. Et la plupart du temps, ils se dédouaneront en disant « Bah non, le vélo il est légal en France, vous pouvez l'utiliser sur des voies privées, il n'y a pas de souci. » Ou bien encore « Bah non, le vélo il est légal en Europe, il n'y a pas de problème. » Et dans les deux cas, c'est vrai, et c'est pour ça que le vélo peut être mis en vente légalement sur les sites internet. La norme UE permet juste l'importation en Europe, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez rouler avec le vélo dans chaque pays. Chaque pays a sa propre réglementation. Et la réglementation française est plutôt stricte. Aujourd'hui, c'est-à-dire en août 2023, je précise la date parce que c'est important, c'est une législation qui évolue très vite. Je vous mets toutes les sources en description de la vidéo et en commentaire. Aujourd'hui donc, la réglementation porte principalement sur la puissance moteur. Cette puissance est bridée à 250 watts et ne peut pas aller plus haut. Et pour rentrer dans les détails, on va plutôt parler de la puissance qui est délivrée par le contrôleur et qui, elle, ne doit pas permettre au moteur de dépasser cette puissance limite de 250 watts. Parce que même si sur la fiche produit de ce vélo, il est indiqué que le moteur fait 1000 watts, il me serait possible de rendre ce vélo légal en ajustant certains paramètres. Sur ce vélo, il n'est pas possible de modifier la batterie qui a une tension nominale de 48 volts. Néanmoins, il est possible de jouer sur le débit en ampères sortant. Si je passe le débit sortant à 5 ampères, alors le moteur n'aura plus qu'une puissance de 240 watts. Et le vélo pourrait potentiellement être légal. Mais attention, pouvoir modifier un contrôleur, c'est pas légal, et donc il faut en acheter un qui respecte déjà cette norme. Mais c'est déjà une piste pour pouvoir rendre votre vélo légal. Un autre point à savoir, c'est que l'assistance doit se faire uniquement au pédalage, et qu'elle doit s'arrêter arriver à 25 km/h. Ça ne veut pas dire que le vélo ne peut pas aller au-delà, mais si vous voulez aller au-delà, il faudra utiliser la force musculaire. Il est aussi possible d'avoir une gâchette sur vélo, comme ici, mais par contre cette assistance, elle, doit s'arrêter à 6 km/h. C'est aussi quelque chose qui peut se régler sur ce vélo, mais qui d'origine permettait d'aller au maximum de la vitesse limite, et donc qui n'était pas légal non plus. Maintenant qu'on a fait le point sur les vélos, il existe également une autre catégorie qui s'appelle cyclomobile léger. Là c'est prévu pour le déplacement d'une seule personne, ça ne peut pas transporter de marchandises, mais la puissance moteur peut être de 350 watts. Et il n'y a pas de pédale sur le véhicule, et donc pas d'assistance au pédalage. Logique. Voilà donc ce que vous devez savoir avant d'acheter un vélo. Il reste néanmoins possible d'acheter ce vélo avec une puissance moteur supérieure ou une vitesse supérieure à 25, mais dans ce cas-là, il faudra le faire immatriculer. Si le vélo est neuf, le vendeur doit vous fournir un certificat de conformité et une facture établie à votre nom, sinon c'est impossible d'aller plus loin. J'ai essayé de le faire et c'est une galère au niveau de l'Agence nationale des titres. J'ai essayé de remplir le formulaire en ligne, ensuite j'ai essayé de leur téléphoner, mais ils me demandaient à chaque fois la carte grise. Ouais, sauf que c'est un vélo le truc, on m'a pas fourni de carte grise moi. Bref, renseignez-vous bien auprès de votre vendeur pour avoir toutes les informations nécessaires pour faire immatriculer le véhicule. Et si c'est de l'occasion, l'ancien propriétaire devra faire une demande de cession, puis vous, une demande d'immatriculation classique. Et une fois immatriculé, eh bien, ce n'est plus un vélo. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus bénéficier des aménagements cyclables, des pistes, des voies à bus, des sas vélos, des M12, etc. C'est une moto. Voilà, gardez bien ça en tête, donc il faudra également tout l'équipement moto. Et l'assurance et tout le tralala. Et finalement, ce que je trouve problématique avec ce système de réglementation européenne, c'est que chaque pays, comme je disais, a ses propres règles. En Belgique, par exemple, cette assistance de 1000 watts est toujours considérée comme un vélo, mais vous devez avoir 16 ans pour pouvoir le conduire.
Au Danemark, ils ont même autorisé les vélos allant jusqu'à 45 km/h à pouvoir circuler sur les pistes cyclables. En Finlande, la puissance moteur peut également monter jusqu'à 1000 watts. Et en Suisse, où j'ai fait un passage récemment, ils ont simplifié la mise en place de plaques d'immatriculation sur les vélos électriques à grande vitesse. Et en Autriche, c'est juste par rapport à la vitesse maximale du véhicule, pas de limite au niveau de la puissance moteur. Bon, je vais pas vous faire tous les pays européens, mais vous avez vu que c'était un petit peu le bordel. Et je vous parle même pas des États-Unis, où là, ils ont un truc différent par rapport à chaque État. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord. Alors je peux comprendre ce choix de limiter en France à 250 watts, ce qui correspond finalement à une bonne moyenne d'un cycliste sur plat. Ça permet également de rendre le vélo plus accessible à tous, sans être trop puissant et donc difficile à contrôler. Mais le problème avec ce bridage, c'est qu'il n'est pas adapté et évolutif. Par exemple, quand vous allez monter une pente, si vous avez juste 250 watts, il ne sera pas possible de monter une pente de plus de 2% à 25 km/h. Ça marche pas. Alors à ce moment-là, le moteur va dégager plus de puissance, pour pouvoir aider le cycliste à monter la pente. Et cette puissance moteur ne permet pas non plus d'avoir sur un vélo plusieurs passagers comme sur un vélo cargo ou plusieurs personnes comme sur un vélo 2 places comme celui que j'ai testé. Et ça permet pas non plus de transporter de la logistique lourde ou de tracter des charges lourdes. Au final, c'est comme vouloir comparer un moteur de tracteur avec un moteur de voiture de course. Même si un tracteur a un moteur de 150 chevaux, ça ne veut pas dire qu'il va aller taper des 200 sur circuit. Par contre, il va pouvoir tranquillement rouler dans un champ labouré malgré ses 5 tonnes. Et donc définir strictement une puissance moteur sans prendre en compte l'usage du vélo, eh bien c'est très dommage. Ce blocage de 250 watts entrave le développement de mobilité qui pourrait être des alternatives plus adaptées dans le milieu urbain, comme la micro-logistique, la livraison du dernier kilomètre ou des alternatives à des scooters qui transportent 2 personnes. Et donc dans ce cas-là, la puissance moteur devrait être évaluée non pas en puissance maximale, mais en accélération maximale, avec toujours cette limite de 25 km/h. Et en complément, il faut également permettre une simplification de l'immatriculation de ces modes. Parce que même avec beaucoup de bonne volonté, eh bien, je n'y arrive pas à le faire immatriculer ce vélo. En bref, plutôt accompagner les usagers que faire des interdictions bêtes et méchantes. Parce que comme je disais juste avant, permettre de rouler avec ce type de vélo reste des alternatives à des véhicules plus encombrants et plus polluants. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, sur les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés, il n'y a aucune limite de puissance moteur, uniquement une limite de vitesse. Et ça explique pourquoi on peut voir certaines trottinettes débridées arriver sur les autoroutes. Alors là, on est sur l'A86, fait 86 km/h. 86 en trottinette. Alors ça, c'est inacceptable. Le débridage, lui, est interdit, mais les trottinettes, elles, restent complètement légales à la vente. Et elles peuvent même rouler sur les pistes cyclables tant qu'elles sont bridées à 25. Et ce, même avec un moteur de plus de 1000 watts. C'est-à-dire qu'il y a des accélérations de malade et il n'y a pas de limite sur l'accélération. J'espère donc qu'il va y avoir une réévaluation de la situation et des évolutions au niveau de cette législation. Et je vous tiendrai d'ailleurs informé sur cette chaîne si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et pour les petits curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur le vélo, j'ai quand même eu le temps de le tester avant de me rendre compte qu'il était illégal. Et à ce propos, il n'y a rien écrit sur le moteur pour indiquer sa puissance. Il y a juste le CE pour assurer. Je vous en parlais, c'est la norme européenne. Et il n'y a rien non plus dans le livret qui indiquerait qu'il est illégal et que le moteur fait 1000 watts. Il faut faire un calcul pour se rendre compte qu'il est à plus de 250 watts. Et même avec cette puissance, le vélo avance péniblement avec 2 personnes à son bord. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'il s'arrête de fonctionner en pleine pente. Oula, oula, voilà. Oh, le son du moteur. Oh, attendez, je pédale pour l'aider là. Oh le bruit. Oh le bruit. Il n'aime pas du tout. Oh, oh. Ah bah il n'y a plus le moteur là. Oula, il est pété lui. Parce qu'il surchauffe, il y a un coupe-circuit de sécurité. Super pratique quand tu es dans une pente suivie par des véhicules, c'est vraiment le meilleur moment pour s'arrêter. La sellerie grince, elle est plutôt inconfortable. Au bout de quelques kilomètres, le passager commence à avoir des souffrances au niveau du postérieur et le conducteur également. Il n'est pas non plus possible de régler quoi que ce soit au niveau de la hauteur, au niveau de l'assise, au niveau du guidon. Moi j'avais d'ailleurs les genoux au niveau du guidon. Pour pédaler, eh bien c'est pas très pratique et d'ailleurs je vous déconseille de pédaler avec ce type de vélo parce que c'est pas fait pour pédaler et vous risqueriez de vous faire mal aux genoux. On peut donc utiliser que la gâchette et comme expliqué avant, c'est illégal. Pour les lumières, petite anecdote rigolote, le feu arrière ne s'allume pas en même temps que le feu avant, par souci d'économie. Il faut un bouton spécial pour pouvoir l'allumer, qui est à côté de celui de la batterie, comme ça si jamais on se trompe, on éteint la batterie. Pratique. Le véhicule est équipé d'un klaxon, c'est pour ça qu'on se demande d'ailleurs si c'est un vélo ou une moto. Et j'ai dû mettre de la colle dans les catadioptres pour éviter que ça grince, parce que ça arrêtait pas de faire un bruit pas possible. C'est dégueulasse. Bon, vous avez compris, je ne vous le recommande pas, même s'il est quand même drôle à conduire à deux
et que je reste quand même déçu de cette législation française qui pourrait quand même permettre de rendre ce vélo légal en France et d'offrir ainsi une alternative de déplacement à potentiellement des motards qui se tourneraient vers ce mode de transport, moins polluant, moins bruyant, moins lourd qu'une moto et également moins dangereux. Alors je dis avec des motards parce que j'ai quand même eu pas mal d'échanges avec des motards qui m'ont demandé combien il coûtait, comment ça fonctionnait et des infos sur ce vélo. Ça va au-delà de 25, ça, non? Non, ça peut rouler sur les pistes cyclables Ah, d'accord. et s'arrêter sur les sas vélo. Un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a une manne, et surtout dans le milieu urbain où effectivement une moto n'est plus aussi intéressante qu'avant, parce que le stationnement devient payant, parce que ça coûte cher au niveau de l'essence, parce qu'aujourd'hui il y a des aménagements cyclables qui permettent de se déplacer plus vite, que finalement dans les milieux urbains, remplacer une moto par ce mode de transport, eh bien ça serait pas plus mal pour tout le monde. Après ça c'est que mon avis. D'ailleurs n'hésitez pas à le partager le vôtre. J'espère quand même que vous avez apprécié ce sujet et que j'ai pu tirer quelque chose de ce vélo grâce à cette vidéo. Je tiens à dire un grand merci à XMTX qui m'a beaucoup aidé sur la relecture de cette vidéo et a apporté beaucoup de pièces pour mieux comprendre tout ce système au niveau de l'électrification des vélos. Et merci également à l'équipe de relecteurs qui me permettent sur Discord de vous offrir ces vidéos sans faute. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pourrez retrouver toutes les informations en description, les différentes plateformes de dons. Ça me permet de réaliser ces vidéos à plein temps et de pouvoir rester transparent, sans pression financière sur les marques et vélos que je vais tester. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, aux abonnés et ceux qui s'abonneront, et n'hésitez pas d'alimenter l'algorithme YouTube, c'est important. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route! À choisir, voilà, je préfère moi rester limité à 25 en milieu urbain. Et profiter des pistes. Complètement, ouais, ici, piste, là, comme tu disais, sas vélo, pouvoir passer les feux au rouge parce qu'il y a des petits panneaux. Donc tous les avantages finalement du vélo assis tranquillement, quoi. Bon, bah, bonne continuation. Merci, vous Je aussi. vais continuer de polluer. Hein. Et je peux même me garer sur le trottoir. Parce que vous, normalement, vous n'avez même pas le droit. Ouais, c'est ça le truc.